Voilà, après avoir vu le rôle, la composition et le fonctionnement du comité de rémunération, on va s'attarder un petit peu maintenant sur la définition de la stratégie de rémunération des dirigeants. Et comment est-ce que l'on peut définir cette stratégie de rémunération? Tout d'abord, une première des questions, c'est finalement qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette stratégie de rémunération. Donc, il s'agit de suivre les 5 piliers que vous voyez sur le slide à l'instant. Tout d'abord, le premier pilier, c'est de faire des choix de principes sous-jacents finalement à cette stratégie de rémunération. J'y reviendrai dans quelques instants, mais qu'est-ce que l'on veut atteindre? Ces principes doivent quelque part y répondre. Deuxième pilier, ce sont les critères. Qu'est-ce que l'on veut rémunérer finalement chez ces dirigeants? Est-ce que ce sont des objectifs individuels, collectifs, les deux? Quelle temporalité on veut également mettre par rapport à ces objectifs? Quand est-ce qu'on va évaluer finalement cette performance à court, à moyen, long terme? Et également, à côté des objectifs qui sont habituellement plus financiers, est-ce que l'on veut mettre également des objectifs qualitatifs? Et également, on a évoqué tout à l'heure l'excellence, eh bien, est-ce qu'on veut aussi regarder les valeurs ou des compétences même de leadership qui pourraient être prises en compte dans ces critères. Troisième pilier pour définir une stratégie de rémunération, c'est également le positionnement, bien sûr. Dans quel marché de référence on va se comparer, on va aller prendre nos références, quel positionnement également on va choisir, est-ce qu'on veut être à la médiane dans ce marché, est-ce qu'on veut être au-dessus, en dessous? Il existe des modèles d'aide à la décision, notamment des différents critères qui permettent de définir ce positionnement. Quatrième pilier, ce sont les instruments, bien sûr. Qu'est-ce que l'on va offrir en termes de salaire fixe ou variable, à court ou long terme, en fonction des choix préalablement définis? Quels avantages également on souhaiterait offrir à ces dirigeants? Et enfin, cinquième pilier, mais pas des moindres, c'est évidemment les procédures. Qui va décider quoi au sein de pour définir cette stratégie? Les procédures doivent être claires, il doit y avoir une certaine transparence tout en assurant une certaine confidentialité. Évidemment, éviter les conflits d'intérêts aussi. Et notre toolkit tend également à vous apporter un certain accompagnement par rapport à cela. Alors, si je m'attarde un peu plus aux différents reward drivers, donc les principes sous-jacents, le premier pilier auquel je faisais allusion, vous voyez sur le slide suivant qu'il en existe toute une série possible, en fait. Ça peut être un principe sous-jacent de conformité par rapport au marché externe. Ça peut être aussi l'équité interne que l'on souhaite, à laquelle on souhaite répondre finalement dans cette stratégie de rémunération. Mais ça peut être aussi la volonté, par exemple, de renforcer la coopération au sein d'un comité de direction, ou encore d'insérer certains éléments liés à la durabilité, ou encore renforcer une culture de performance, ou encore, selon votre culture ou contexte, rechercher davantage de rentabilité ou d'être un caring employer. Vous voyez toutes les possibilités sur le slide devant vous. Maintenant, elles peuvent vous paraître peut-être tout aussi importantes les unes que les autres. Ce qui est important dans une stratégie de rémunération, c'est justement de faire des choix. De faire des choix, parce qu'une stratégie fonctionne bien quand il y a un certain focus aussi. Et donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire, c'est de faire des choix parmi ces différents principes proposés. Pour mettre l'accent également sur un autre pilier dont j'ai parlé, sur le slide suivant, vous voyez le benchmarking. Le benchmarking, c'est important de bien définir ce marché de référence. Et souvent, on constate que les caractéristiques sont trop similaires à l'organisation pour laquelle on est occupé. C'est important de penser d'où viennent les dirigeants, où est-ce qu'ils sont susceptibles de partir. Et là, on a une approche beaucoup plus large possible. Et finalement, c'est plus un talent pool auquel on doit penser, et de façon un peu plus large dans des secteurs bien souvent connexes. Quel est notre positionnement dans ce marché de référence? Différents éléments peuvent aider à définir si on est au-dessus, en dessous ou sur la médiane, mais notamment des éléments de guerre de talent, de rareté de talent ou d'expertise recherchée vont influencer la chose. Le business model, bien sûr, dans lequel votre organisation se retrouve, on n'aura pas la même chose
dans l'excellence opérationnelle où on aura un focus peut-être davantage sur les coûts que dans un environnement très innovant, à la pointe dans son secteur. Des notions de budget, de coûts de remplacement aussi de ces dirigeants seront pris en compte et également, si on souhaite plutôt favoriser des recrutements internes ou externes des dirigeants, eh bien, le positionnement pourrait aussi s'avérer différent. C'est très important de se mettre d'accord à ce stade et de trouver un consensus sur ces différents points pour ensuite effectuer ce benchmark et ne pas essayer de modifier en fonction de résultats éventuellement requis. Sur le slide suivant, vous pouvez voir comme tout administrateur est un challenger, il est censé défier quand même un petit peu voilà, le comité de rémunération qui viendrait avec des propositions. C'est un exemple avec quelques questions qui pourraient être posées en tant qu'administrateur, mais quelle est la méthodologie de benchmarking dans le cas d'une équité externe qui est choisie, ou également quelle est l'équité interne entre les différentes fonctions de direction au sein du comité. Quelle est la proportion acceptable en rémunération fixe et variable, etc. Je ne vais pas toutes les lire, mais cela vise à vous inspirer, notamment pour challenger votre comité de rémunération. Voilà, alors je me retourne vers notre différents intervenants ici. Et Anne, je voulais vous demander dans quelle mesure la stratégie de rémunération dans les organisations où vous intervenez est-elle définie, d'une part, et puis si c'est une vraie ligne directrice pour des questions concrètes des managers ou des nouveaux dans le cadre de nouveaux recrutements, si c'est une vraie référence pour le conseil d'administration aussi. Alors, est-ce que les stratégies sont définies alors, quand c'est une société cotée en bourse, c'est évident, de toute manière, on a un devoir de reporting à ce niveau-là, donc elles sont en général très explicitées et bien définies. Mon expérience est dans les entreprises de plus petite taille. Voilà, c'est plus compliqué parce que je pense qu'en fait, les gens n'y pensent pas spécialement. Et donc, je pense que si elles ne sont pas bien définies, on risque, et c'est en général ce qu'on voit, de faire un petit peu du au cas le cas. Et donc, justement, cette cohérence à travers le temps long est mise à mal. Donc, voilà, un petit peu deux types d'expériences différentes. Alors, est-ce qu'elles sont appliquées si je fais partie d'un conseil de rémunération, c'est pas juste pour m'entendre parler. Donc, on espère effectivement qu'elle soit appliquée. Donc, plus sérieusement, oui. D'abord, je pense que, en tout cas, nous, on s'est mis quand même un rôle de contrôle dans la mise en œuvre. Alors, on va pas y regarder les détails, mais c'est sûr que, quelque part, on jette un petit coup d'œil pour voir si la mise en œuvre se passe bien. Il y a des fois où il y a des exceptions. Il y a des exceptions et que donc, voilà, on discute un cas en disant, oula, on va sortir des lignes directrices. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça nous permet de nous remettre en question sur est-ce qu'on doit adapter la stratégie ou pas? Est-ce que c'est un cas unique? Quelles sont les raisons pour? Et donc, on peut se reprojeter pour effectivement essayer d'améliorer le cadre. Et puis, une dernière petite réflexion sur est-ce qu'elles sont effectivement appliquées. On n'a pas beaucoup parlé du rôle du RH. Mais je pense que là, le rôle du RH, il est très, très important. Alors, c'est très compliqué pour le RH de se positionner dans cette histoire de Remco, parce que quelque part, on demande beaucoup de son support pour la préparation, etc. Je pense qu'il a un rôle essentiel, tout comme le CEO, parce qu'ils vont assurer après la cohérence entre les décisions qu'on prend pour les équipes de management, enfin les équipes exécutives, par rapport au reste de l'entreprise. Donc, cette cohérence est très, très importante. Et puis, le RH, lui, il a ce rôle de s'assurer que les lignes directrices sont bien appliquées, sont bien en ligne. Et puis, il nous remonte les points d'exception, comme je l'ai dit, qui sont assez intéressants. Merci, Anne. Est-ce que vous partagez justement cette opinion, Jacques, par rapport à l'importance du RH, justement, son rôle? Et puis, je me permets également de vous poser cette question par rapport à la stratégie de rémunération, si elle est bien définie et à quoi elle sert finalement. Oui, donc commençons par la stratégie de rémunération. Bon, dans les environnements que je connais, cette stratégie est effectivement définie. Et non seulement elle est définie, mais elle a fait l'objet de réflexions vraiment approfondies, non seulement au sein du comité de nomination, mais également avec l'aide de spécialistes en la matière, pour nous guider et faire en sorte que la stratégie soit vraiment l'expression d'une
d'une volonté de traiter les dirigeants de la manière la plus motivante possible, mais également de la matière la plus juste possible. Et parfois, il peut y avoir donc des tensions entre ces deux concepts. Et donc ça, c'est manifeste. Et d'ailleurs, cette stratégie de rémunération, moi personnellement, je l'ai connue dans certaines entités. Elle a fortement évolué à l'occasion de changements de CEO. À l'occasion de changements de CEO, on s'est rendu compte que cette stratégie, peut-être, s'était un peu usée dans le temps et qu'il fallait absolument la moderniser. Et donc, on profite de ces occasions-là quand c'est nécessaire. Et normalement, ça devrait se faire indépendamment. Mais enfin, quand on reçoit le signal, je crois qu'il faut l'intégrer. Oui, la stratégie donc est formulée, elle est mise en question d'une manière régulière. Dans une société là, tous les 2 ans, on fait un benchmark. On parlera du benchmark plus tard, mais donc on fait un benchmark pour être donc convaincu que nous sommes dans le bon. Alors les RH, évidemment, ils ont un rôle très important. Mais je les considère comme étant importants donc, dans 2 sens. D'abord pour la remontée de ce qui se vit. Donc normalement, ils sont au courant donc, de choses que peut-être le management ne sait pas. Donc faire remonter ce qui vit, certainement. Et ils ont un rôle d'expertise qui doit nous permettre donc, aussi là, donc, de nous guider dans la professionnalisation de ce que nous établissons, certainement. Jacques, en ce qui concerne les études de benchmark, dans quelle mesure finalement vous les utilisez finalement pour assurer une certaine équité externe? Quelle méthodologie utilisez-vous? Et puis, en parallèle, comment gérez-vous l'équité interne entre les fonctions dirigeantes et de trouver finalement cet équilibre entre équité externe et interne? Bon, donc, le benchmark est clairement un outil. Mais ce n'est qu'un outil. Et donc, on l'utilise, et on l'utilise de manière tout à fait systématique, et d'une manière périodique aussi. Donc, on remet en question donc, périodiquement, 2 ans, 3 ans, donc, les résultats d'un benchmark préliminaire, et on essaye de faire un double-check pour voir ce qui a évolué. Ça, certainement, on l'utilise. Mais on l'utilise quand même avec grano salis. Hein. On prend ce qu'on appelle des comparables. Hein. Alors, c'est le marché de référence. Mais c'est quoi le marché de référence? Cofinimo, est-ce que c'est l'immobilier? Saint-Luc, est-ce que ce sont les hôpitaux? Et puis là, on vous dira, oui, mais il y a les hôpitaux universitaires, il y a les hôpitaux généraux, et puis il y a le nombre de lits. Enfin bref, il y a toute une série de paramètres qui interviennent tout de suite. Et donc, donc les benchmarks, ils sont là. Mais il faut, nous en tout cas, on les regarde à l'aune de 3 autres dimensions. Est-ce qu'on compare un CFO et un CFO? Mais est-ce que le niveau de complexité des 2 fonctions est la même? Est-ce que le niveau d'autonomie ou de demande de créativité des 2 fonctions est la même? Et troisièmement, est-ce que le niveau d'impact est le même? Et alors, bien sûr, il faut là donc, pouvoir interpréter les chiffres donc, en tenant compte de ces 3 composantes. Donc ça, c'est clair. Alors, concernant l'équité externe, il y a les KPI qui sont quantitatifs, hein, des chiffres, des taux d'occupation, des earnings per share, enfin, il y a des tas de cash flow opérationnels, enfin bref, tout ça existe évidemment. Donc ça, c'est le quantitatif, et je dirais que c'est la partie, appelons-la facile. Puis, il y a le qualitatif, qui est, bon, dans quelle mesure est-ce que l'entreprise évolue dans la bonne direction du point de vue leadership sur ses marchés. Alors, on peut prendre des parts de marché et autres. Mais enfin, bref, ce sont des questions donc, qualitatives. Dans laquelle manière est-ce que le management a vraiment travaillé comme une équipe? Hein, dans quelle mesure est-ce que le développement durable est vraiment introduit et vécu? Et là,
et je suis très heureux de l'entendre, de le lire, c'est qu'il y a une taxonomie qui est en train de se mettre en place pour les ESG, et je suis vraiment très content, ça nous permettra certainement de travailler de manière plus professionnelle. Puis il y a une troisième composante qui pour moi est très importante, c'est qu'une fois qu'on a les résultats, des sommes, des divisions et des soustractions, ben, on doit se dire et se regarder dans les yeux en disant est-ce qu'on trouve que c'est juste? Quelle est la part, appelons-la du hasard, qui parfois est un hasard favorable, et parfois un hasard défavorable. La crise du Covid a été un exemple, donc, où pour les uns ça a été favorable et pour les autres ça a été très... Et là vous prenez un recul effectivement et vous posez un jugement situationnel, tout à fait, si je puis dire. Et c'est important de pouvoir l'expliquer. Non seulement aux intéressés, forcément, mais il faut pouvoir l'expliquer également aux parties prenantes. Nous avons un rapport de rémunération pour les sociétés cotées, et là, il faut dire, attendez, le résultat, c'était ça, eh bien, nous en fait autre chose, et on doit expliquer pourquoi. Et on le fait, donc, et on le fait d'une manière tout à fait sérieuse. Merci beaucoup, Jacques.